C'est de mettre l'accent sur le côté enfantin de Nintendo. À cause de ça, nos produits ont une image beaucoup plus infantile qu'ils ne le sont en réalité. C'est quelque chose dont on discute souvent dans nos locaux. La maturité dans un jeu est assez relative. Même tuer des zombies, avec des effusions de sang n'est pas plus mature que d'empiler des briques pour faire disparaître des lignes. Tout l'important, c'est le schéma de pensée qu'on a utilisé pour arriver au but. Du coup, les nouvelles recrues rentrent dans l'entreprise avec la conviction qu'il faut faire des jeux forcément enfantins. C'est ainsi que nos titres sont devenus de plus en plus tournés vers la jeunesse, un peu malgré nous. Ça fait longtemps qu'on se bat pour changer tout ça, et on continue encore aujourd'hui. Pendant ce temps, Nintendo, toujours visionnaire, sortait la première console portable jamais fabriquée. 12 ans plus tard, plus de 110 millions de Game Boy, toutes versions confondues, ont été vendues. Moi, je pense que si la Game Boy a explosé dès le départ, c'est d'une part à cause de la réputation de Nintendo, donc qui obligatoirement crée un engouement du fait que l'image de Nintendo véhiculait avec la Super Famicom un certain succès, des titres qui explosaient. C'était la première fois qu'on avait une machine de jeu qui était portable et qui permettait des jeux aussi riches que ce qu'il y avait dans le salon, quoi. Parce que jusqu'à présent, les petits jeux électroniques, il n'y avait pas de scrolling, il n'y avait pas de sauvegarde, il n'y avait rien du tout. Là, bon, il y avait quand même Mario, il y avait Tetris qui était vraiment hypnotique. Alexei Pajitnov, le génial créateur de ce jeu mythique, n'a obtenu des droits d'auteur qu'à partir de 1996. Jusqu'à ce moment-là, toutes les consoles et les ordinateurs disponibles se sont pourvus d'une ou de plusieurs versions de Tetris. Nintendo, notamment, en a fait ses choux gras avec sa version Game Boy, vendue à plus de 40 millions d'exemplaires. Mais ceci est une autre histoire. Pour le Game Boy, tout comme pour les jeux Game & Watch, le principe est de faire du jeu vidéo jouable par n'importe qui, n'importe où. Je vous ai dit tout à l'heure que nous avons attendu longtemps pour sortir la Famicom à un prix raisonnable. De la même manière, il était impossible à l'époque de sortir le Game Boy pourvu d'un écran couleur pour un prix compétitif. C'est sûr qu'un écran couleur c'est bien plus joli, mais ça consomme beaucoup d'énergie et limite d'autant l'autonomie. En tant que joueur, je n'aurais pas envie d'acheter une machine qui use ses piles en 2 heures. Le Game Boy a vraiment été construit en fonction du consommateur. Elle est vraiment pas belle, l'écran était très moche. Nintendo a pensé à quelque chose de très important et il y pense toujours, c'est que souvent les piles sont achetées par les mômes qui achètent la Game Boy, par leur propre denier. Donc du coup ils ont fait quelque chose de très économique au niveau énergie. Alors que la Game Gear ou les consoles de même génération, il fallait 4 à 6 piles qui se bouffaient en moins de 6 heures parfois. Pour finir, un autre point important du Game Boy, c'est le câble Link. Et bien sûr aussi la possibilité, comme dans Zelda, de couper le jeu à tout moment grâce à la sauvegarde automatique. Il était important de faire des jeux longs et profonds, auxquels on puisse jouer n'importe où. Puis il y avait aussi ce système de Link Battle, qui était très important. Ça permettait, malgré tout, de pouvoir s'affronter. Donc c'était pas un plaisir égoïste. Je voulais absolument exploiter efficacement le câble Link et sortir des jeux qui puissent tirer pleinement parti des possibilités offertes. La plus grande réussite à ce point de vue est Pokémon, je pense. Pokémon est le premier jeu qui utilise parfaitement les possibilités de connexion de cette machine. Si vous ne voyez dans Pokémon qu'un phénomène commercial, c'est que vous n'avez jamais joué au jeu. Car derrière l'armada promotionnelle dont Pokémon a bénéficié lors de sa sortie européenne, il y a tout d'abord un jeu. Un jeu pensé dans les moindres détails et parfaitement dans l'esprit ludique des plus grandes réussites de Nintendo. Pokémon, c'est quand même assez impressionnant. Donc le créateur
Monsieur Tajiri, en fait, travaillait pour une société qui s'appelle Game Freak. Game Freak, ils ont fait quelques petits jeux par-ci par-là. Ils ont fait Pulseman, des choses dont personne ne se souvient, malheureusement, sur Mega Drive. Et donc avec ce projet de Pokémon, il a démarché plusieurs sociétés de jeux dont il a malheureusement jamais voulu dire le nom, qui ont tous refusé, on sait que ce concept c'est ridicule, etc. Et un jour, il a frappé à la porte de Nintendo, et évidemment Miyamoto a trouvé ça génial, hein, parce que lui, tout ce qui est un petit peu novateur, un petit peu foufou, ça le branche bien, donc il a vu Pokémon, il a dit « Ah, on peut faire quelque chose avec ça ». C'est-à-dire que c'est un vrai phénomène de société. C'est qu'il y a des expressions qui sont passées dans le langage courant aujourd'hui. Fais pas ton Pokémon, j'ai la tête dans le Pikachu, je sais pas ce que j'ai mangé mais j'ai largué une évolution de niveau 36. C'est vraiment devenu tout le monde parle comme ça maintenant. Au moment où Pokémon est sorti au Japon, il n'y avait plus que 3 jeux en développement sur cette console. C'est-à-dire c'était vraiment la fin quoi. Et donc Pokémon est sorti dans l'indifférence générale, sans vraiment beaucoup de pubs, sans vraiment grosse campagne, malgré le fait que ce soit un jeu Nintendo. Et en fait c'est le bouche à oreille qui a vraiment fait fonctionner le titre. La suite, vous la connaissez. Pokémon a rencontré un succès incroyable au Japon, mais aussi aux États-Unis et en Europe. Le phénomène dérange, agace, mais les enfants et les joueurs s'en moquent. Le jeu est bon et c'est le principal. La N64 marque pour Nintendo son arrivée dans le marché de ce qu'on appelait alors les consoles nouvelle génération. Contrairement aux machines précédentes qui ont toujours fait l'unanimité, la N64 s'est attirée de vives critiques de la part des joueurs qui déploraient le manque de titres et les faiblesses graphiques de la machine. Pourtant, ça n'a pas empêché Nintendo de vendre 40 millions de consoles dans le monde. La Nintendo 64 se présentait sur des cartouches. Or, comme on le sait, les jeux en 3D, ça demande énormément de mémoire à cause des textures qui sont de plus en plus gourmandes. Donc du coup, on avait des jeux qui semblaient un petit peu, pastel, un petit peu pauvres. Au niveau des qualités graphiques de la console, au niveau de ce qu'on attendait, c'est une déception. Mais il y a Miyamoto derrière, quoi. Donc qui dit Miyamoto dit forcément des gros titres sur la console. En fin de compte, sur la Nintendo 64, je m'occupais principalement de superviser les jeux qui étaient en développement. Ceux sur lesquels je me suis le plus impliqué sont Mario 64 et Zelda, Ocarina of Time. Je suis crédité en tant que directeur sur Mario, et je peux vous dire que le travail a été difficile. Mais pour Zelda, j'étais que directeur et donc un peu plus libre. La N64, elle est arrivée sur le marché assez tard, bien après la PlayStation. Il y avait une autre concurrente à l'époque qui était la Saturn, donc la réponse de Sega à la PlayStation. Et la Nintendo 64, encore une fois, à la suite de la Super Nintendo, se positionnait encore sur les enfants, alors que le marché avait déjà évolué. Aaron de France, votre enfant a peut-être été exposé à la puissance de la PlayStation. Examinons bien tous les symptômes. Un exemple. Ici, le bouton du haut. C'est évident que ce jeune homme est victime d'un relâchement de sa personne. Et tout ça parce qu'il s'adonne à Toshinden. Pour des raisons de sécurité, vous n'en verrez que quelques secondes. Rappelez-vous, ne sous-estimez pas la puissance de la PlayStation. L'image que donne Nintendo d'être pour les enfants alors que les autres sont pour les adultes vient pas du tout d'un choix en fait. Ce qu'il y a, c'est que les jeux sur PlayStation, évidemment, s'adressaient à un public peut-être pas forcément plus adulte, mais en tout cas on ratissait plus large. Il est vrai que pour quelqu'un qui ne joue pas forcément souvent aux jeux vidéo, c'est plus facile de rentrer dans un jeu comme Resident Evil, parce que ça ressemble à un film. Resident Evil 2. Du calme, ça n'est qu'un jeu. Metal Gear, ça ressemble à un film. He's been shot, drifting in and out of consciousness. Say anything? Something about his footprints giving him away. Check. Anything else? Game over. C'est quoi cette ambiance? Metal Gear Solid. Pour survivre, restez planqué.
Alors que Mario, bon, j'exagère, mais Mario, il y a des gens qui peuvent se dire « Oh mais qu'est-ce que c'est que ça? Je vais pas jouer un plombier, c'est ridicule. Moi je veux jouer un type qui a des grosses armes. » Et du coup, ça permet de pouvoir dire « Ah bah voilà, regardez, Nintendo, ils font des jeux pour enfants. » Non, ils font des jeux originaux qui sont dans des univers complètement délirants. Quand vous avez 20 ans, vous achetez une PlayStation. Vous avez un petit frère qui a 12 ans. Il a envie d'avoir quoi? Il a envie d'avoir la console du grand frère. Donc il va acheter une PlayStation. Alors que vous avez le petit frère qui a une Nintendo 64. Le grand frère, il n'a pas envie d'avoir la console du petit frère. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que c'est une des choses qui ont pu faire que la Nintendo 64 ne s'est pas implantée aussi vite ou aussi de manière aussi puissante que la PlayStation. Maintenant disponible sur Nintendo 64, Mario 64, ISS 64, Wave Race, Turok, Pilot Wars, GoldenEye 007. Les jeux en 3D sur Nintendo 64, vous n'en reviendrez pas. Je me souviens qu'effectivement la N64 au début a très bien marché. Maintenant la N64 a vite pêché par le nombre de ces jeux. Il n'y a pas beaucoup de jeux qui sont sortis et après les jeux ont mis vraiment beaucoup de temps. Les gros titres phares de chez Nintendo ont vraiment mis beaucoup de temps après à sortir. Ce qui fait que la console a été après ralentie. C'est ralenti d'elle-même en fait. Alors ce qui est amusant, c'est que tout le monde dit, bon, la Nintendo 64, super échec, ça n'a jamais marché, etc. Alors que pas du tout. Nintendo n'a jamais gagné autant d'argent qu'avec la Nintendo 64. Pourquoi? Parce que tout ce qu'ils perdaient en royalties, parce que les gens ne développaient pas sur leur console, ils le regagnaient grâce au monopole. C'est-à-dire que, quoi qu'on en dise, la Nintendo 64 a quand même percé, que ce soit au Japon ou aux États-Unis et dans une moindre mesure en France. Et il y avait très peu de jeux, mais Nintendo a continué à développer sur sa machine, donc tous les 2 ou 3 mois, il y avait un jeu Nintendo qui sortait. Et donc, comme il y avait que ça qui sortait, les gens n'achetaient que ça. Donc, à chaque jeu sorti, Nintendo dépassait le million, quoi. Donc, Nintendo sortait, hop, Mario Tennis, paf, 1 million d'exemplaires au Japon, 1,3 million aux États-Unis. 2-3 mois plus tard, Nintendo sortait, je sais pas moi, Zelda, paf, pareil, rupture de stock un peu partout. Si je puis me permettre, aujourd'hui, combien de jeux sont réellement bons? Si j'étais un simple consommateur, 3 ou 4 jeux par an me suffiraient. Mais soyons réalistes. Si les gens n'achetaient que les bons titres, le business du jeu vidéo serait fini depuis longtemps. Par exemple, chez Nintendo, on sort un jeu par mois, donc une douzaine par an. Les joueurs normaux vont acheter environ 4 de ces jeux, mais les fans vont certainement tous les acheter. C'est déjà beaucoup trop. Je conçois qu'il soit absolument nécessaire de produire un nombre conséquent de jeux pour assurer la variété et satisfaire les goûts de chacun, mais franchement, 200 jeux par an, ça n'a aucun sens. C'est fait pour les bourses, pour les petites bourses. Il y a les gens qui ont très peu d'argent. Si on achète 2 jeux par an, c'est la Nintendo 64 qu'il faut prendre. Si on a plus d'argent, évidemment, on peut un peu gaspiller sur d'autres consoles. Mais vraiment, si on s'intéresse aux jeux et seulement aux jeux, c'est Nintendo sans aucun problème. Les techniques du jeu vidéo ne cessent d'évoluer, mais il faut réfléchir d'abord à l'intérêt du jeu vidéo parmi le divertissement en général. Maintenant, chez Nintendo, les gens qui se font embaucher souhaitent faire du jeu vidéo avant tout. Mais c'est une vision erronée des choses. Il faut qu'ils se sentent techniciens du jeu vidéo dans le but de faire du divertissement de qualité dans le sens le plus général du terme. C'est ce que j'essaye de leur faire comprendre. Pour vous donner un exemple, on va bientôt sortir au Japon des jeux enregistrés sur des cartes à code barre. Il suffira de les glisser dans le lecteur Game Boy Advance pour obtenir toutes sortes de petits jeux très variés. Porté par la réputation du Game Boy, le Game Boy Advance commence une carrière sur les chapeaux de roue dans le monde entier. L'argument de vente reste le même, jouez où vous voulez, quand vous voulez. Mais l'innovation est de taille.
Loin des graphismes primitifs du Game Boy, le GBA offre une qualité visuelle et sonore supérieure à ce que proposait la Super Nintendo. Les joueurs sont conquis, le grand public également. Les jeux qui sortent en ce moment sur Game Boy Advance, par exemple, sont des jeux Game Boy que personne n'aurait daigné regarder avant. Personne. Je veux dire, Advanced Wars, des choses comme ça. Il y en a une tripotée qui est sortie sur Super Famicom dans le temps. C'est pas le premier. Là, tout d'un coup, tout le monde se rue dessus. Pourquoi ? Parce que il y a une espèce de concentration qui se fait sur la Game Boy Advance, de buzz. Si on y réfléchit, il n'y a pas forcément de raison logique au succès du Game Boy Advance. Son point fort, c'est peut-être qu'elle donne l'impression d'être indispensable pour être dans le coup. C'est sans doute aussi grâce à la marque Nintendo, à sa qualité technique et à son prix. Mais finalement, c'est surtout grâce à sa très bonne réputation. Alors là, sur le coup de la GBA, oui, on peut dire que tout est dit. Nintendo, c'est le roi du monde. Au niveau portable, jamais personne n'a réussi à percer. Pourtant, tout le monde reproche à la Game Boy et à la Game Boy Advance de ne pas être rétroéclairée, alors que toutes les consoles qui sont rétroéclairées se sont ramassées. Si c'était SNK ou Sega qui avait sorti cette console, elle n'aurait pas marché. L'écran est vraiment ignoble. L'écran, il est inimaginable. Pour moi, c'est la Game Boy Advance telle qu'elle est aujourd'hui, c'est un prototype de celle qui sortira dans 2 ans avec un bon écran. Non, la console, quoi qu'il en soit, quel que soit, bon, l'écran, c'est vrai que l'écran est sombre, quoi. C'est vrai que on se décape les yeux là-dessus, quoi. C'est vrai. Mais la console marche bien, quoi. C'est clair, la console marche bien. Bon, là, je parle au niveau officiel, au niveau grand public. C'est clair que maintenant, tous les gens qui avaient une Game Boy ont fait le pas vers la Game Boy Advance, enfin, ou le font, ou vont le faire, quoi. Ça, c'est clair. Ça qui est bien aussi, c'est qu'on peut jouer aux anciens jeux. Donc il y a énormément de gens qui bizarrement sont achetés la Game Boy Advance et Pokémon, qui est un jeu de génération précédente. Et donc ça, c'est un argument de vente. C'est-à-dire, vous achetez une nouvelle console, mais alors tous les jeux que vous avez achetés auparavant, vous pouvez encore y jouer. Donc là, forcément, les gens ont moins l'impression d'être trompés sur la marchandise. Enfin, voici la toute dernière console de Nintendo, la GameCube. Sortie quelques mois après le GBA, elle rencontre pour l'instant un succès certes pas vraiment foudroyant, mais qui reste satisfaisant compte tenu de la concurrence. C'est en tout cas bien suffisant pour lui prédire un bel avenir. Quoi qu'il en soit, Nintendo reste encore une fois entièrement axé sur le jeu. Contrairement à ses concurrentes, la GameCube ne lit pas les DVD. Enfin, comme pour la N64, les jeux ne se bousculent pas au portillon, mais sont pour la grande majorité des titres de qualité. Pour la GameCube, on a communiqué sur le fait qu'on a pris conscience des défauts de la N64. Bien sûr, pour les consoles précédentes, on s'était aussi servi de l'expérience passée. Mais il est plus important de tirer une leçon de ses échecs que de ses réussites. Pour la GameCube, on a corrigé beaucoup de défauts de la N64. Le point le plus important, c'est qu'elle est maintenant facile à programmer. Les premiers jeux m'ont personnellement déçu, quoi. Bon, évidemment, il y a eu Wave Race, il y a Mario, il y a eu Luigi. Wave Race, j'étais très déçu. Bon, Wave Race, c'est un concept, mais là, c'est pareil. Wave Race, c'est un concept. C'est un jeu concept. Il peut être moche. C'est un très